incarnations successives nous conduisaient à progresser, à monter le long d'une spirale. Et on a parlé aussi de la loi de juste rétribution, qui est ce phénomène qui fait que les choses que nous n'avons pas fait correctement, eh bien, il faut les rattraper, les récupérer, si on peut dire. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le karma. Alors, est-ce que ce karma nous empêche d'être libres, puisqu'on a cette espèce de carcan qui nous pèse? Voilà. Alors, je vais quand même un peu avant vous parler de la liberté, mais il n'est nullement question que je vous fasse un cours de philosophie sur la liberté, j'en serais bien incapable. Mais il est important de savoir pourquoi ce mot liberté, si c'est une réalité ou si c'est simplement une aspiration, si c'est un idéal que l'on doit atteindre. Nous avons sur tous les frontons de nos mairies le mot liberté, égalité, fraternité, ce qui n'est pas rien, hein. Et c'est donc, ce n'est pas la réalité, hein. On voit à l'heure actuelle, on y est particulièrement confronté, par exemple par rapport à cette pandémie, on voit que la liberté, notre liberté est bien touchée. Hein. Pourquoi? Parce que là, il y a une raison, mais ça n'empêche que cet idéal qui nous est proposé, il faut constamment y travailler, c'est pas de l'acquis. Et ces lois qu'on a actuellement, qui sont un peu liberticides, pour des raisons qu'on peut justifier, il faut être vigilant à ce qu'elles ne deviennent pas pérennes et qu'on puisse retrouver cette liberté de circuler, la liberté de commercer, la liberté de travailler, hein, qui est quand même la base de notre liberté. Alors, je ne vais pas forcément parler de ça parce que c'est un sujet qui est difficile et puis ce n'est pas le thème dont je voulais parler. Je voulais quand même vous dire que j'avais regardé sur le dictionnaire quelle était la définition du mot liberté, et la définition du mot liberté, c'est l'absence de contrainte. Mais l'absence de contrainte, est-ce que c'est vraiment la liberté? Parce que l'absence de contrainte, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, tout n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment une liberté? Non, la liberté, c'est quand même la liberté de choisir entre différentes choses qui nous sont proposées. Alors, il faut dire aussi que dans cette définition, il y avait marqué au niveau de la liberté pour un peuple, c'est la liberté de ne pas avoir une contrainte d'un gouvernement qui ne nous laissait absolument aucune marge, hein, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, cette liberté, est-ce qu'elle est... Est-ce que c'est vraiment être libre que de pouvoir faire ce qu'on veut? Non. Et puis, c'est complètement utopique. Par exemple, un enfant, pourquoi? Parce que là, il y a une raison. Mais ça n'empêche que cet idéal qui nous est proposé, il faut constamment y travailler. C'est pas de l'acquis. Et ces lois qu'on a actuellement, qui sont un peu liberticides, pour des raisons qu'on peut justifier, il faut être vigilant à ce qu'elles ne deviennent pas pérennes et qu'on puisse retrouver cette liberté de circuler, la liberté de commercer, la liberté de travailler, hein, qui est quand même la base de notre liberté. Alors, je ne vais pas forcément parler de ça parce que c'est un sujet qui est difficile et puis ce n'est pas le thème dont je voulais parler. Je voulais quand même vous dire que j'avais regardé sur le dictionnaire quelle était la définition
du mot liberté, et la définition du mot liberté, c'est l'absence de contrainte. Mais l'absence de contrainte, est-ce que c'est vraiment la liberté? Parce que l'absence de contrainte, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut, tout n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment une liberté? Non, la liberté, c'est quand même la liberté de choisir entre différentes choses qui nous sont proposées. Alors, il faut dire aussi que dans cette définition, il y avait marqué au niveau de la liberté pour un peuple, c'est la liberté de ne pas avoir une contrainte d'un gouvernement qui ne nous laissait absolument aucune marge, hein, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, cette liberté, est-ce qu'elle est... Est-ce que c'est vraiment être libre que de pouvoir faire ce qu'on veut? Non. Et puis, c'est complètement utopique. Par exemple, un enfant, quand il est jeune, et qu'on lui demande ce qu'il va vouloir faire, lui qui est complètement dans le domaine de l'affectif, l'émotionnel, il va vous dire je veux être pompier, je veux aller dans des soucoupes volantes, ou je veux être princesse, ou je veux faire des exploits et tout ça, parce qu'il n'a aucune, il est dans le rêve et il n'a aucune contrainte. Mais il s'avère que l'être humain est complètement dans de multiples contraintes. Donc, on va énumérer un peu ces contraintes et on va voir comment on peut réagir en tant que, par rapport au mot liberté. Les contraintes, ce sont déjà des contraintes qui sont liées à notre conditionnement et puis qui sont liées au fait, comme je vous expliquais, quand on a décidé de se réincarner pour continuer le chemin qui nous est attribué, l'âme va nous aider en nous fournissant des outils. Alors, je vous parle de l'âme parce que l'âme, elle est parfaite, elle est complètement détachée, mais ce qu'elle nous demande, c'est de se réincarner dans la matière, parce que c'est par ce seul biais de la matière que l'on va pouvoir modifier les choses. Et le but de la destinée humaine, c'est de spiritualiser cette matière. Mais cette matière, il faut s'y confronter. Et donc, pour nous aider, on va avoir on va nous donner l'énergie, enfin, c'est notre âme et c'est nous-mêmes, à partir d'un certain niveau d'évolution, hein, j'entends, qui va décider un peu quel sera le chemin de sa vie future. Et donc, il y a plusieurs branches, hein. Il y a d'abord rattraper ce qui n'a pas été tout à fait correct avec des personnes, dans des actions, c'est le karma. Mais il y a aussi progresser sur le chemin qu'on s'est fixé, sachant que l'âme, l'idéal, l'âme, ses qualités, c'est le beau, le bien, le vrai. Mais avant d'y arriver, il faut qu'on passe par toutes sortes d'expériences. Et donc, quand on va se réincarner, on va pouvoir choisir certaines énergies qui vont nous aider à progresser. Alors, je vais vous parler un peu de ces énergies qui sont au nombre de 7. On pourrait les comparer vous voyez, la lumière, elle est composée de 7 couleurs différentes, hein, qui se décomposent, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Eh bien, l'énergie, elle se décompose aussi en 7 qualités. Quand elles sont réalisées, ce sont des qualités, mais ils peuvent aussi avoir des défauts. Et ces qualités sont au nombre de 7. Et elles vont pouvoir se disposer sur nos différents corps. Alors, je vous avais expliqué que
nous étions composés de différents corps. Il y a d'abord, alors on va déjà avoir un type d'énergie qui va être déposée au niveau de notre âme. Et cette énergie, tout au long de nos réincarnations, quelles que soient nos réincarnations, on aura toujours la même énergie par rapport à notre âme. Par contre, on va avoir une énergie sur le plan de la personnalité, une autre énergie au niveau du corps mental, une autre énergie au niveau du corps émotionnel, du corps physique. Et puis, quand on va arriver, on aura la réminiscence de nos des anciennes énergies qu'on appelle les rayons, qu'on avait dans notre vie précédente pour nous aider à nous adapter, à nous acclimater. Alors, je peux vous citer quelles sont ces différentes énergies, qui sont leurs qualités. Le rayon 1 représente la volonté et la puissance, le pouvoir, mais surtout la volonté. Le rayon 2 correspond à l'énergie de l'amour-sagesse. Le rayon 3 à celui de l'intelligence pratique et active. Le rayon 4, c'est l'harmonie par le conflit. Alors là, on en reparlera parce que c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à notre liberté. Et puis, il y a le rayon 5 qui correspond à l'intelligence, qui correspond à la science. Et puis, il y a le rayon 6 qui est le rayon de l'idéalisme et de la dévotion. Et enfin, il y a le rayon 7 qui est le rayon de l'ordre cérémonial, du rituel, oui, c'est ça, surtout ces rayons. Et donc, ces rayons, ils vont se combiner par la personne, hein, puisque par exemple, sur le corps mental, on peut avoir le rayon 6, sur le corps émotionnel, le rayon 2, enfin voilà. Donc, on va être chacun très différent. Et donc, on choisit, ces énergies sont choisies dans un but bien précis, c'est-à-dire soit pour être armé, pour affronter ce qu'on doit affronter, soit pour développer des qualités qu'on n'avait jusqu'à maintenant pas du tout développées, ou au contraire, renforcer des choses qui avaient été un peu négligées. En sachant que les rayons qui sont sur les rayons terre sont plutôt du domaine plutôt de l'intuition, et les rayons impairs sont plutôt dans le domaine plus de l'activité, de la réalisation. Donc, en général, on a un petit, soit on est plus introverti, soit extraverti, suivant les rayons qu'on a. Et certains ont des choses plus équilibrées. Par exemple, si vous devez revenir parce que sur votre chemin de vie, vous ne vous êtes jamais assez affirmé et que cette fois-ci, enfin, il faut que vous vous affirmiez, vous allez avoir des rayons qui auront une certaine puissance. Par contre, il peut y avoir l'inverse, pour des gens qui ont pris trop de positions, qui se sont engagés et tout, d'avoir un peu plus de recul. Enfin, il y a toutes sortes de combinaisons possibles, ce qui est donc... c'est passionnant. Enfin, là-bas, je ne vais pas développer cette branche des rayons parce qu'on a d'autres choses à voir ce soir. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'on arrive armé, donc on a une certaine... à la fois, c'est une liberté d'action, mais c'est aussi une limitation parce que si vous avez des rayons qui sont plus dans l'introspection, effectivement, dans le retrait, dans les choses comme ça, vous ne pourrez pas faire une carrière politique, parler à la foule, enfin, vous voyez, je vous donne cet exemple, il y a des milliers d'exemples. Donc, effectivement, on se limite. Il y a également les signes astrologiques. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'astrologie, mais on est à une certaine période avec des constellations qui sont disposées d'une certaine façon.
Et ces signes astrologiques aussi peuvent vous aider, hein, mais à la fois aussi vous bloquer. Donc, vous voyez que le gros problème de la liberté, c'est qu'on est tout le temps entre deux choses qui s'opposent. Hein. Est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on n'est pas libre? Et puis, est-ce que le grand conflit, en fait, la grosse difficulté, c'est comme je vous explique, c'est que nous sommes à la fois matière et à la fois spirituel. C'est-à-dire que nous sommes complètement imprégnés dans la matière, qui veut dire attachement. Hein, quand on est dans la matière, on est quand même plus attaché. Et on aspire au spirituel qui est dans le détachement. Et donc, comment concilier toutes ces difficultés? On est aussi une personnalité qui cherche à s'affirmer, en essayant de créer d'unifier son corps émotionnel, son corps mental, son corps physique, dans un but particulier. Donc, pendant de très nombreuses vies, et on va surtout développer cette personnalité et essayer de s'affirmer et de faire toutes sortes d'expériences. Donc, on est vraiment dans la matière. Et puis, à côté, il y a l'âme qui, elle, aspire quand même à autre chose, qui essaye de nous faire décoller. Donc là encore, on est en difficulté. Là, on est dans des phénomènes de, si vous voulez, un peu d'opposition. De même, ça existe pour nous, individus, mais ça se passe aussi pour la planète, pour la société. Je peux vous citer un exemple. Par exemple, au XXe siècle, il y a eu deux mouvements très importants sur le plan politique qui se sont affrontés. Il y a eu d'un côté le capitalisme, du côté des États-Unis qui était pour beaucoup de liberté, et puis il y avait en Russie, dans l'URSS, c'était même vraiment le communisme, c'est-à-dire qu'on privilégiait une sorte de justice, qui n'est pas d'écart entre les différentes personnes, mais là, ça a été au prix de la liberté. Donc, si vous voulez, dans un sens, il y avait la liberté, mais il y avait une grande différence entre les riches et les pauvres. Et en URSS, il y avait peu de différence, mais il n'y avait aucune liberté. Et cette liberté, elle avait pourtant été au départ décidée par le peuple, mais des personnes ont pris le pouvoir, hein, quelques dirigeants, et c'est eux qui ont décidé. Donc ils n'ont laissé plus aucune liberté. Mais ça ne veut pas dire que ce système était mauvais, ce système était mal géré, mais il avait quand même une certaine vérité. Et l'idéal, là on en revient à cette espèce de mouvement, toujours que je vous explique, de balance entre deux choses qui s'opposent, c'est que l'idéal pour qu'un char, par exemple, avance, il faut qu'il ait deux roues. Et dans la société, il faut à la fois qu'il y ait du capitalisme et une grande liberté, mais il faut aussi qu'on ait souci des autres et qu'il y ait une certaine justice, un certain équilibre. Et donc, dans les livres dont je m'inspire pour vous parler, il est proposé que dans l'avenir, on fasse cohabiter ces deux systèmes et que le pourcentage serait, par exemple, de 70%, 30%. C'est-à-dire qu'il y a une partie pour la collectivité, tout ce qui est les services qui servent à tout le monde, c'est-à-dire la poste, les transports, enfin, tout ce qui sert à faire vivre l'ensemble de la société, soit sous un régime plus socialiste, et que tout ce qui est du domaine de l'intime, tout ce qui est du domaine du luxe, tout ce qui est du domaine de l'art, des choses comme ça, soit complètement libre et géré par les personnes. Voilà, alors on peut discuter de ça. Là. Je vous montrais simplement qu'à l'heure actuelle, il faut commencer à penser différemment, non pas se dire que d'un côté il y a du blanc et de l'autre côté il y a du noir, mais que tout est complètement, qu'il faut toujours essayer
de régler les problèmes en essayant d'avoir une vue relativement large. Et on s'aperçoit que pour obtenir cette liberté, on est tout le temps tiraillé entre plusieurs choix, mais que c'est cette liberté de choisir qui fait que l'on avance. Et c'est parce qu'il y a ce déséquilibre qu'on peut avancer. Quand on voit, par exemple, quelqu'un qui marche, hein, quand on avance, on s'aperçoit qu'on est complètement déséquilibré. Quand on lève un pied, on est déséquilibré, on se rattrape tout de suite avec l'autre pied, et ainsi de suite. La marche, c'est tout le temps en recherche d'équilibre. Eh bien, dans la vie, c'est ce qu'il faut, si on veut travailler sur notre liberté, il ne faut pas se laisser embarquer d'un côté ou de l'autre, mais toujours avoir essayé d'avoir une vue un peu plus large. Et on est... alors, il y a des choses, tout à l'heure, je vous expliquais des choses qui s'opposent. Mais on a aussi des choix à faire entre des choses qui ne s'opposent pas, mais qui sont aussi nos priorités. Par exemple, pour un parent ou dans un couple, une femme ou un homme, hein, ils ont à la fois à s'occuper d'eux, parce qu'ils ont, comme je vous l'explique, ils ont leur chemin à faire et c'est important qu'ils travaillent à leur évolution. Il faut ils sont dans un couple, donc il faut aussi gérer le problème du couple, comment s'entendre, comment décider, enfin voilà. Et puis, il y a les enfants, et souvent, les intérêts divergent. Hein, et donc, il faut équilibrer toutes ces choses. Et c'est assez compliqué, et souvent, on peut dire qu'il y a conflit. Alors, vous me direz, le conflit, c'est pas bien. Eh bien si, parce que le conflit, c'est ce qui nous permet d'avancer. Hein. C'est parce qu'on est tout le temps confronté à quelque chose de nouveau qu'il va falloir que l'on acquiert sa liberté. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre la guerre avec le conflit. La guerre, c'est quelque chose de tout à fait négatif, parce que la guerre, on y va déjà par la force. En plus, on détruit, on fait mourir, hein, il y a la mort, et le gagnant s'accapare des choses, des territoires, de l'argent. C'est complètement injuste. Donc, il faut faire la différence entre la guerre et le conflit. Le conflit est inhérent à l'humain, c'est le champ de bataille de notre vie, et il faut apprendre à le gérer. Pour arriver à avoir cette liberté, je vous disais qu'un enfant, lui, il se croit capable de tout faire. Hein. Et puis, à un moment, il est rappelé par la réalité. Hein. Et quand on commence à devenir adolescent et qu'il faut qu'on fasse un choix de profession, de choses comme ça, de savoir comment on va organiser sa vie, on est obligé quand même de faire un petit bilan et de savoir un peu de quoi on est capable. Et est-ce que ça veut dire que ça nous limite? Ça nous limite d'une certaine façon, puisque je pense que par exemple, si moi je décidais, je me disais, ben, j'ai envie de faire, j'ai plus l'âge, mais bon, je voudrais être mannequin, alors que je mesure un peu plus d'1,50 m, vous voyez bien que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'empêche de me réunir avec d'autres personnes qui mesurent comme moi et de faire sur un podium une rencontre et des choses comme ça? C'est-à-dire qu'on peut se limiter, il faut être objectif, il faut savoir qu'on est capable, mais il faut se dire aussi qu'à côté de ça, on a toute la capacité de faire les choses et de les contourner. Et qu'il y a une chose qui est très importante,
et qui découle un peu du conflit et de notre liberté, c'est la créativité. On a des capacités formidables d'être créatifs. D'autant que cette créativité va vraiment se développer, puisque vous savez que nous changeons d'ère et que nous sommes dans l'ère du Verseau. Et une des qualités essentielles, hein, une des choses qui va nous arriver, c'est une grande créativité. Et je pense que les limites qui sont données à notre liberté favorisent la créativité. On dit que l'art a besoin de règles, que l'art, c'est les contraintes souvent qui font faire développer l'art. Et beaucoup d'artistes ou même des ingénieurs, des gens comme ça vous diront que c'est souvent des commandes, hein, il y avait des choses très, très strictes à respecter qui leur ont permis d'être les meilleurs créateurs. Parce qu'ils avaient une voie, ils savaient qu'il fallait aller dans ce sens, et là, à ce moment-là, ils ont pu développer toute leur créativité. Si vous ne savez pas du tout, si on ne vous donne aucune directive, vous allez être complètement perdu. Vous allez rêver à plein de choses, et puis ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut accepter ces contraintes et trouver la liberté dans nos contraintes. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai peut-être oublié encore des choses dans ce problème des paires opposées. C'est un peu comme si vous voulez, c'est comme si vous étiez sur une corde et que vous aviez un balancier et que vous essayez de trouver l'équilibre. Mais il se peut qu'à certains moments, l'équilibre soit impossible à trouver et qu'à ce moment-là, il y ait comme une espèce de catastrophe qui se produit, ou enfin, que ça ne marche pas du tout. On pourrait penser que, par exemple, cette pandémie, c'est un peu le résultat des choses qu'on n'a pas. Il y a eu des moments où il fallait rééquilibrer certaines choses par rapport à l'écologie, par rapport au fonctionnement peut-être fonctionnement du système médical, enfin plein de choses. Je vous parle de la pandémie parce qu'on est dedans, mais je ne suis quand même pas une spécialiste pour vous dire exactement les causes. Mais on peut penser quand même que quand il arrive dans le monde ce type de phénomène, ce n'est pas pour rien. Et c'est parce qu'à un moment, on n'a pas pu rééquilibrer. Il y a eu conflit, on n'a pas pu rééquilibrer. Et à ce moment-là, ça passe à quelque chose de plus grave. Et à ce moment-là, les gens sont obligés de prendre conscience. Là, ça se passe pour l'ensemble de l'humanité, mais à titre individuel, c'est pareil. Souvent, quand on n'a pas su solutionner un problème, on va vers quelque chose de beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, il faut réagir et il apparaît en plus, ça peut faire apparaître des choses qu'on n'avait pas vues. Quand je parle de ce confinement, par exemple, enfin de cette pandémie plutôt, il est apparu quand même, on le savait, mais on n'en avait pas pris conscience, de l'interdépendance qu'on avait tous. On s'aperçoit qu'on ne peut pas, aucun pays, aussi bien sur le plan médical que sur le plan ravitaillement, que sur le plan des idées, on est tous complètement interdépendants. Et ça aussi, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans cette ère du Verseau qui arrive, où la deuxième qualité, je vous ai parlé de la créativité, mais il y a aussi le phénomène de la conscience de groupe. On va maintenant être obligé de travailler en coopération. Et ça, on en a un exemple complètement flagrant. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que dans la liberté, il y a à certains moments,
on a des choix entre différentes choses, mais il y a des choses qu'on avait choisies, mais qui n'ont plus lieu d'être. Parce que l'énergie est partout, mais quand quelque chose est dépassé et ne sert plus, l'énergie se retire. Je pense, par exemple, nous, à l'heure actuelle, on est quand même assez étonnés de ce qui se passe au niveau des partis politiques, hein, qui n'arrivent plus à se... Peut-être tout simplement parce qu'il n'y a plus l'énergie, et c'est pour ça que les différents partis politiques n'arrivent plus à, pouvoir se trouver des consensus et être présents. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est une catastrophe? Pas. Simplement, c'est que s'il n'y a plus d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se créer et qu'il faut faire complètement confiance et que les choses vont s'améliorer et que c'est là qu'on a toute la liberté actuellement d'imaginer ce qu'on pourrait faire et de créer de nouvelles relations, de nouvelles façons de travailler au niveau politique. Et on s'aperçoit que quand même, les personnes, les individus sont de plus en plus conscients des problèmes et ont des idées. Autrefois, les idées, on les tenait de toutes les institutions, on les tenait des chefs religieux. Et là, on commence à s'en détacher. Mais le souci, c'est qu'on n'est encore pas tout à fait au point. Hein. On commence à réaliser que nous aussi, on peut penser et que si on se met tous ensemble, on peut faire bouger les choses, mais que pour le moment, on est encore des apprentis. Mais on a la liberté de pouvoir faire tout ce travail. Alors, les obstacles à cette recherche de liberté, hein, c'est surtout, je vous ai dit, donc c'est beaucoup nos conditionnements. Parce que quand nous arrivons dans un lieu, dans la famille qui va nous accueillir, on arrive à une époque déterminée, on arrive dans une famille particulière, dans un sexe particulier, dans un pays, avec une religion. Et tout ça sont des conditionnements qui sont des obstacles à notre liberté. Mais on peut difficilement les éviter. L'important, c'est d'essayer d'en devenir de plus en plus conscient et de ne pas en faire un évangile. Hein. C'est-à-dire en pouvant se dire, mais toutes ces croyances, tous ces conditionnements qu'on m'a donnés, est-ce que ça m'est vraiment nécessaire? Et puis ce qui est surtout très important, c'est essayer, c'est difficile, mais c'est essayer de ne pas transmettre à nos enfants et à notre entourage trop de conditionnements. C'est ça le chemin de la liberté. Hein. Alors donc il y a tous ces conditionnements, et puis je vous ai expliqué aussi, il y a tous ces attachements qu'on a. Alors bien sûr, il y a des attachements sur le plan physique, on est déjà attaché à la vie, et puis on a envie de rester vivant, on a une espèce d'instinct de conservation, donc on veut surtout essayer de son confort, de ne pas changer les choses, et on aimerait bien que les choses ne bougent pas. Malheureusement, la vie, c'est toujours le changement. Si on ne bouge pas, on meurt, hein, on régresse. Donc, il y a donc cet attachement sur le plan physique, il y a l'attachement sur le plan émotionnel, puisque on a tout notre entourage, qu'on aime, qu'on n'aime pas, dont on est jaloux, dont on est fier, dont on a tous ces sentiments. Tout ça, ce sont des attachements qui sont logiques, mais il faut essayer d'en avoir conscience. Et puis enfin, il y a les attachements au niveau du corps mental, hein, de toutes nos
nos croyances, toutes nos idéologies, toutes nos convictions, qui sont aussi très puissantes, mais qui souvent nous empêchent la communication, nous empêche cette espèce de liberté que nous aurions si nous étions au moins attachés à toutes ces croyances. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour essayer de remédier à tout ça? Il y a d'abord, bon, il y avait déjà la grande... était écrit dans le temple d'Apollon à Delphes, connais-toi toi-même, c'était suivi aussi de et tu connaîtras le monde, mais connais-toi toi-même, c'est déjà la première des choses. Et quand on dit connais-toi toi-même, c'est aussi beaucoup connais tes limites. Quand on connaît ses limites, ça nous aide. Mais ça ne doit pas nous bloquer, parce qu'on a des limites, mais on sait aussi qu'on peut les dépasser. Un sportif, au départ, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et s'il s'entraîne, tout ça, il peut le faire. Mais il faut avoir une certaine objectivité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour ne pas non plus essayer d'être autre chose que l'on est. Donc, j'ai un peu perdu le fil. Donc, oui, je vous disais, ces obstacles, c'était donc tous nos attachements. Et on a donc les remèdes, donc c'est déjà la connaissance de soi. Et puis, il nous est proposé 3 choses qui sont l'honnêteté du mental. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est très compliqué, c'est ne pas dire une chose, en penser une deuxième et en faire une troisième. Si on analyse un peu les choses, c'est beaucoup ce qu'on fait. Et en fait, ça nous entrave beaucoup au niveau liberté, parce que on se retrouve coincé quand on a dans ce manque d'honnêteté. Alors, pourquoi on fait ce genre de choses, hein? C'est soit parce qu'on est inconséquent, soit parce qu'on ne veut pas, on veut pas paraître ce qu'on n'est pas, on n'a pas le courage. Enfin voilà, tout ça, vous voyez, je vous demande de travailler vous-même, mais enfin, donc il faut avoir cette idée, donc je répète, l'honnêteté du mental. Il y a une deuxième possibilité qui nous est donnée, c'est la sincérité du cœur. Alors, la sincérité du cœur, c'est d'être vraiment, d'essayer d'être par rapport aux autres tel qu'on est. C'est-à-dire ne pas jouer un personnage, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Alors, on peut essayer d'être quelqu'un d'autre pour différentes raisons. Déjà, pour faire plaisir à la personne qui est en face de vous. Hein, ne pas s'habiller comme nous, on a envie, parce que pour faire plaisir à sa mère ou à son conjoint, bon. Mais c'est quand même une entrave à votre liberté. Et puis, ça peut être parce qu'on n'est pas sûr de nous et qu'on veut cacher ce qu'on est. Donc, il est très important d'avoir la sincérité du mental. Et on s'aperçoit que dans les relations humaines, quand on est vraiment dans la sincérité, c'est un peu comme quand on est avec un bon ami, qu'on peut lui raconter tout ça. On s'aperçoit que les choses s'arrangent beaucoup. Et quand je vous parlais tout à l'heure de ces conflits qu'on a en permanence, qu'il faut régler, si on est sincère par rapport à la personne avec qui, par exemple, on n'est pas sur le même champ et tout ça, si on n'essaye pas de manipuler la personne, si on est vraiment dans la sincérité, on verra à quel point le conflit s'arrête plus facilement. Parce que je reviens au conflit, hein, dans le conflit, il n'est pas question d'essayer
c'est pas essayer de se dérober ou de faire des espèces de tromper l'autre, hein, dans le conflit. On n'a pas la même vision des choses. Comment on peut faire pour s'arranger? Ça passe aussi par la négociation. Et la négociation, c'est aussi faire dans une négociation, le grand credo, c'est que chacun y trouve un peu son compte. Voilà, dans une bonne négociation, il n'y a pas de réel perdant. Voilà. Donc, pour en revenir à sa sincérité du cœur, il faut, on verra que ça aplanit beaucoup les choses. Mais encore faut-il se connaître pour être sincère. Hein, c'est ça qui est compliqué. Alors, on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, tout ça, ça va petit à petit, les choses se solutionnent. Et plus on évolue, plus les choses s'affinent et on améliore les choses. Alors, il y a une troisième condition, à part cette honnêteté et cette sincérité, c'est bien sûr le détachement. Et le détachement, c'est quelque chose qui s'acquiert bien sûr petit à petit, mais c'est aussi une position à avoir, c'est-à-dire quand on est touché, quand quelque chose ne va pas bien, c'est essayer de se mettre en dehors de la situation. Alors en général, ça ne se fait pas quand on est dans le feu de l'action, ça se fait après. Mais l'idéal, c'est essayer de rester détaché des situations qui sont conflictuelles. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est compliqué de parler de cette liberté parce que je ne peux pas vous donner une réponse oui ou non. C'est toujours, comme vous voyez, une espèce de négociation, d'équilibre entre des forces qui se balancent et qui s'opposent. Mais il va y arriver un moment où, comme quand je vous explique qu'on est très attaché à la matière, il y a un moment où il va y avoir une espèce de renversement, moi je pense un peu comme dans un sablier, où à un moment, ça va être le spirituel qui va prendre le dessus. Enfin ça se fait petit à petit. Avant, il faut beaucoup expérimenter les choses. Et donc, on revient souvent et on va s'apercevoir que quand je vous parlais de ce problème de la matière, hein, qui est compliqué, il faut aussi approfondir, essayer de comprendre ce que c'est. Par exemple, quand les grands problèmes de l'humanité, enfin des gens qui se confrontent à la vie, c'est souvent les problèmes d'argent et les problèmes, bien sûr, de relations avec les autres. Dans le problème de l'argent, l'argent est une énergie. Et donc, c'est à la fois la matière, mais c'est une matière qui peut devenir quelque chose qui a une grande valeur. Et donc, quand vous allez dans vos différentes réincarnations, vous allez avoir des vies où vous allez manquer d'argent, vous allez en souffrir, et donc, dans les vies suivantes où vous aurez de l'argent, dans un premier temps, vous serez peut-être tenté de dépenser cet argent, de le dilapider, ou au contraire, d'être dans une très avare, de le garder pour soi, de ne pas en faire profiter. Et puis vous allez en jouir, cet argent, vous allez comprendre combien c'est intéressant, mais en jouissant, vous allez petit à petit vous en détacher, puisque pour se détacher d'une chose, il faut en avoir connu les avantages. Petit à petit, vous allez vous en détacher. Et il y aura peut-être une vie où cet argent, vous allez pouvoir en avoir, mais vous allez essayer de l'utiliser correctement, à bon escient. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ce problème de la matière, c'est à la fois quelque chose qui est compliqué parce que tout de suite, ça nous bloque dans notre expansion de liberté, mais c'est quand même
l'outil avec lequel nous devons travailler, et c'est cet outil qui nous bonifie et qui va nous aider à progresser. Alors, on a aussi une autre forme de liberté, c'est qu'on a la liberté de progresser ou de pas progresser. C'est-à-dire que vous venez sur Terre avec un projet, hein, mais vous pouvez vous dire, bah, écoutez, là, dans cette vie, je veux me reposer, je suis bien, j'ai pas envie de bosser, je n'ai pas envie de régler tous ces problèmes de conflit, voilà. Bon. Vous en avez la liberté. Alors, effectivement, vous allez mettre beaucoup plus de temps pour vous réaliser, mais vous en avez la liberté. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que personne ne peut vous imposer des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ça, c'est vraiment, vraiment une chose primordiale. Et les maîtres dont je vous ai parlé, qui sont chargés du plan d'évolution de la planète, sont totalement respectueux par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'ils laissent faire certaines choses au monde, parce qu'il faut que les gens aient conscience qu'ils sont libres, et que quelquefois, il faut qu'ils fassent des erreurs, qu'ils se trompent, parce que ce sont souvent les erreurs qui vous aident à comprendre ce qui ne va pas. Hein. C'est souvent une erreur qui est souvent plus constructive. Et donc, les maîtres dont je vous ai parlé sont complètement n'interviennent absolument pas. Ils interviennent, bien sûr, si vous leur demandez de vous aider, enfin, c'est pas eux directement, mais par des énergies qui transmettent, ils peuvent aider l'humanité qui est en difficulté, des choses comme ça, mais ils ne vont jamais enfreindre l'outil par lui. Et c'est tellement vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons, dans ce début d'ère du Verseau, nous attendons un grand instructeur qui vient pour nous aider. Hein. Ce grand instructeur, à chaque changement d'ère, il est toujours venu quelqu'un pour aider l'humanité, pour nous donner un peu, nous faire gagner du temps et nous donner un peu la voie à suivre, en sachant que c'est nous qui ferons le travail, hein, mais il va nous guider. Eh bien, il est là, dans les coulisses, il attend, mais il attend que nous soyons suffisamment nombreux pour faire pour l'appeler, pour lui dire de venir, bien sûr, dans notre cœur, à l'intérieur, hein, et c'est à ce moment-là qu'il viendra. Mais il ne viendra pas tant que nous ne le demanderons pas. Et c'est un peu pour ça, moi, que je vous parle, que je vous explique tout ça, parce que plus nous serons nombreux à avoir ce désir, à avoir cette attente, à avoir cette demande, plus vite cet instructeur viendra, accompagné d'autres maîtres, pour nous donner un peu la marche à suivre. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon. C'est un sujet qui n'est pas facile à expliquer parce que on est toujours dans cette espèce de balance. Je voulais quand même vous lire pour en revenir un symbole. Il y a le symbole du yin et yang, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est beaucoup plus nuancé que le oui et le non, le blanc et le noir. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme des petits haricots, enfin, qui s'interpénètrent, et c'est un peu le chemin que nous avons à faire, c'est-à-dire que nous avons dans chaque circonstance à analyser ce qu'il faut faire. Et ce qui est vrai pour nous ne sera pas forcément vrai pour l'autre. Et c'est ça le chemin de la liberté, c'est d'être tout le temps dans la recherche pour pouvoir trouver vraiment ce pourquoi et où nous allons. Pour conclure, je voulais vous lire une petite strophe d'un poème de Nelson
qui dit « Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. » Voilà. Je me suis inspirée pour vous parler de tout ça d'un livre qui s'appelle L'art de vivre de Benjamin Crème aux éditions Partage Publication. Vous pouvez aller, comme je vous l'ai déjà dit, sur le site partagepublication.org. Et dans ce livre, il est parlé effectivement de l'art de vivre, qui explique qu'il est nécessaire d'avoir un plan de vie et surtout d'être créatif. Et puis il y a une deuxième partie qui est consacrée aux paires d'opposés et aux conflits, justement, ce dont je vous ai parlé. Alors, si vous souhaitez me poser des questions, je vais voir, oui. Alors, je vais les lire, hein, je vais voir ce que je vous réponds. Oui, alors, dans ce que vous me dites, hein, on est un peu ramené à tout ce que je dis. Là, vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors, le conflit, comme je vous ai... Alors, la première question, c'est le conflit peut-il être destructeur? Le conflit, effectivement, il peut être destructeur si on ne fait pas preuve de... Si on est méchant dans le conflit, hein, si on le traduit en guerre, c'est-à-dire que si on veut gagner et si on est très agressif. Oui, alors la liberté, elle passe par le conflit personnel et collectif, mais quand on parle de conflit, c'est que fatalement, si on parle par exemple les gilets jaunes, quand on interrogeait les gilets jaunes, on voyait qu'il y avait des positions très différentes parmi les gens des gilets jaunes. Mais ils avaient trouvé quand même un point d'entente, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord pour manifester, pour dire les choses, pour pouvoir avoir, c'est ça la liberté, c'est d'arriver à pouvoir surmonter des choses qui sont opposées, mais qui vont dans le bon sens. Alors la liberté, elle n'est pas limitée directement par le karma, mais en sachant que, c'est difficile je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le karma nous donne des obligations qui fait qu'on est obligé de passer par certaines choses, mais ça ne nous empêche pas d'être libre. Mais il y a des choses que l'on doit faire pour récupérer, qu'on n'aurait peut-être pas choisi de nous-mêmes, mais qu'il faut faire. En sachant aussi qu'on a beaucoup de bon karma, et que le bon karma nous donne beaucoup de joie et de liberté. Hein, ça, c'est... Oui, là, on vit beaucoup un manque de liberté, ça c'est sûr, à l'heure actuelle, hein, mais pour des raisons... mais je pense qu'il faut être très vigilant pour ne pas se laisser entraîner à ce que les lois qui sont actuellement liberticides soient maintenues. Alors, quelqu'un me parlait de la créativité. Attendez, je ne retrouve pas. Oui, difficile d'être créatif en ce moment car l'atmosphère est pesante. C'est là qu'il faut essayer
de, de travailler sur le détachement en se disant, effectivement, il y a une atmosphère pesante, mais qui est beaucoup véhiculée par la peur. Et cette peur qui est pesante, c'est une forme de pensée. C'est-à-dire que quand on est plusieurs à penser des choses, quand on est aussi bien dans les choses positives que dans les choses négatives, les choses qu'on pense, au bout d'un moment, si on est plusieurs à les penser, et si on les pense très fortement, on arrive à créer une espèce d'égrégore qu'on appelle une forme pensée. Et cette forme pensée, elle peut être très puissante. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a tout un terrain de peur qui est tout à fait légitime, la peur de la maladie, la peur de ne pas pouvoir finir ses fins de mois, cette peur aussi d'avoir à gérer toute sa famille dans un appartement. Donc elle est tout à fait légitime, cette peur. Mais il faut essayer de ne pas l'alimenter, parce que plus on alimente quelque chose, comme tout est énergie, comme la pensée, comme l'énergie suit la pensée, plus vous allez être dans cette position, plus vous allez renforcer ces côtés négatifs. Donc là encore, il faut trouver un contrepoids et essayer de trouver les choses plus positives. Et souvent, effectivement, la créativité, elle vient... là, moi, je peux vous dire que sur le plan artistique, c'est peut-être plus difficile à créer, bien que on s'aperçoit que énormément d'acteurs, d'artistes ont travaillé sur le confinement et ont fait des choses très intéressantes, ont beaucoup travaillé sur l'humour. Et puis, il y a quand même tout ce côté créatif qui a été fait par des industriels, des mères de famille, pour compenser ce qui nous manquait. Et par exemple, le fait au début, on n'avait pas de masque, tout le monde s'est mis à faire des masques, on a essayé d'entraider les voisins, tout ça c'est de la création. On a fait des systèmes de ravitaillement, on a tout ce qu'on a pu mettre en place, c'est de la créativité. Et c'est vrai que c'est peut-être parce qu'on est bloqué qu'on peut aussi développer un type de créativité. Parce que la créativité, ce n'est pas uniquement lié à l'art. La créativité, c'est de pouvoir inventer de nouvelles choses. C'est de voir un peu sa vie un peu différemment. C'est ça la créativité, c'est de changer du train-train. Alors bien sûr qu'on ne peut pas être dans le détachement tout le temps. Et en plus, comme je vous dis, l'attachement, c'est aussi ce qui nous fait avancer aussi dans la vie. Il y a des choses, mais il faut la liberté, c'est de ne pas être attaché qu'à une chose, c'est-à-dire d'avoir toujours quelque chose qui contrebalance un peu. Alors, je vous parlais là, je vois là que vous me parlez du conflit, et je vous parlais du rayon 4, là, qui est l'harmonie par le conflit. En fait, il faut toujours le conflit pour atteindre à l'harmonie. Et on sait par exemple que dans un tableau, vous savez qu'il y a des couleurs qui s'opposent. Il y a par exemple le rouge, couleur qui s'oppose. Mais si on les met dans un même tableau, ça va donner ça améliore le tableau. C'est-à-dire que pour qu'il y ait harmonie, il faut aussi qu'il y ait des contrastes, il faut qu'il y ait des choses différentes. Et donc, le conflit, il n'est pas toujours
il est, je vous dis, nécessaire, mais c'est pas bien non plus d'être constamment dans le conflit. Il faut que le conflit, il se passe c'est pour passer, pour aller mieux après. Donc, il ne faudrait pas être constamment dans le conflit, ça c'est mais il ne faut pas en avoir peur. Qu'est-ce que vous marquez Alors, je ne comprends pas comment on peut fonctionner en groupe. Alors, fonctionner en groupe, c'est pas perdre son autonomie, son individualité et se noyer dans le groupe. Hein. Ça, c'est pas ça. Ça, c'était ce qui s'est passé à l'ère précédente, à l'ère du bélier, hein, où les gens n'avaient aucune étaient complètement grégaires et ils suivaient un chef qui savait, et puis eux, ils n'avaient aucune autonomie. Entre-temps, on est passé dans l'ère du poisson où on a développé notre individualité, c'était le but de cette période, et pour essayer de réfléchir par nous-mêmes, hein, d'avoir notre propre capacité de décision. Et il n'est nullement question de perdre cette individualité qu'on a chèrement acquise. Mais il est important de mettre cette individualité au service du groupe. C'est la diversité au milieu de c'est pas l'uniformisation. Et on sait que l'union fait la force et qu'à l'heure actuelle, si on veut faire bouger les lignes, c'est quand même préférable d'être à plusieurs. Mais on doit mettre chacun sa couleur. C'est un peu comme à l'heure actuelle aussi, on s'aperçoit que le monde doit avoir des projets communs, par exemple sur l'écologie, mais chaque pays peut proposer des choses différentes, parce que chaque pays est régi aussi par un rayon, comme je vous l'explique. Hein. On a des couleurs différentes, on a une façon de penser différemment, et donc on apporte chacun une pierre à l'édifice, mais il n'est pas du tout question que les gouvernements soient les mêmes dans chaque pays. On peut avoir une démocratie, mais vue différemment. Par exemple, nous en France, on verrait difficilement ce qui se passe en Angleterre avec la reine. Mais ça n'empêche pas qu'on est très proche au niveau de la démocratie avec les Anglais. Ça veut dire qu'on doit travailler ensemble, mais ne pas perdre son autonomie. Mais c'est un travail, parce qu'il faut arriver au consensus, et c'est pas facile, mais c'est très enrichissant. Dans l'avenir, par exemple, si on discute de quelque chose, on ne va pas après voter en disant combien sont pour, combien sont contre. On va essayer de trouver un consensus. Et le consensus, il se fait souvent pas tout de suite à la sortie. Moi, j'ai un peu essayé d'expérimenter ça. Et souvent, c'est pas à la sortie de la réunion que les choses, on laisse les choses telles que. Tout le monde a apporté ses arguments, on a eu des confrontations. Et puis on laisse mijoter les choses. Et puis à la réunion suivante, souvent les choses se sont décantées. Ça a fait un travail. Et le fait d'avoir travaillé ensemble, il y a comme s'il y avait une espèce d'énergie de groupe qui s'était créée et qui aidait à la solution. À l'heure actuelle, par exemple, c'est expérimenté dans des jeux. Hein. Il y a beaucoup de jeux maintenant qui ne sont plus un perdant, un gagnant, mais on doit s'appuyer sur les autres pour gagner très nouveau. Et puis, il y a par exemple, quelqu'un m'expliquait que dans une région, il y avait un gros problème entre les chasseurs, les écologistes et les agriculteurs et les groupes de gens qui marchaient.
Et on les a réunis ensemble et ils ont discuté, chacun a développé ses arguments et on a pu trouver des consensus. Et ça, la décision a été prise dans le groupe et c'est pas le préfet ou quelqu'un en Soudan et qui a fait obéir. C'est à la suite de la décision qui a été prise d'une façon consensuelle que le préfet a pu prendre sa décision. Et ça, moi, je trouve que c'est... Alors, effectivement, ça demande plus de temps, ça demande de la patience, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer. Et ça donne une impression de plus grande liberté, parce que c'est les gens qui pratiquent, qui participent à la décision, et elle ne nous est pas imposée. Mais elle nous a imposé un prix où il faut faire des négociations. Voilà. Alors, l'eau dit, quelqu'un me parle, je ne connais pas ce groupe, mais c'est ça, il n'y a pas de vote. Dans, par exemple, Amnesty International, chacun peut faire une action, mais il n'a pas de par rapport à ses on lui demande de faire quelque chose, mais il n'y a pas d'ordre particulier, il prend ses décisions, on est responsable. Ça ouvre aussi la responsabilité, ça donne un sentiment de responsabilité. Mais c'est sûr que quand on veut avancer, ça demande, il faut du courage, il faut prendre ses responsabilités. Et puis, c'est vrai que c'est un chemin qui n'est pas toujours facile, mais bon, comme on sait qu'on a la liberté de faire, c'est ça qui nous est... Alors, l'ère du Verseau et le signe du Verseau, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu le même style d'énergie. C'est la même énergie. C'est la même énergie. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère dans laquelle on est entré là depuis récemment, puisque à l'heure actuelle, on commence à avoir plus d'énergie qui arrive effectivement de la, je ne trouve pas le nom, de l'astre, de la constellation du Verseau, du Poisson se retire. Donc, elle va aller en augmentant. Et effectivement, c'est le même type d'énergie, mais elle va se manifester un peu différemment. Je sais pas si c'est, je sais pas ce qui est dur. Je crois que les choses aussi, c'est toutes les idées qu'on se fait, souvent des choses qu'on dit, oh là, ça va être dans l'action, on s'aperçoit que c'est pas si dur que ça. Hein. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que c'est ce qu'on fait couramment. Là, j'essaye de mettre en mots des choses, mais c'est des choses que vous faites couramment. Votre pense, si vous... Premier verso, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas ce que c'est là. Jeannette, là, c'est... Je comprends pas bien la question que vous avez écrite. En fait, je vois que c'est toujours vous qui me posez des questions. Euh, J'espère que j'ai répondu. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire? Non, je pense pas que le verso soit quelque chose de dur. Parce que l'ère du Verseau va nous apporter énormément il y a toute l'énergie d'équilibre qui arrive dans l'ère du Verseau
et qui va contrebalancer tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, qui est très difficile. Parce que comme quand je vous explique qu'on est tout le temps sur une balance, hein, là, à l'heure actuelle, on est vraiment assez bas, hein, parce qu'on voit des conflits partout, la faim, les maladies, des choses comme ça, et que après, il va y avoir le balancier va s'infléchir dans l'autre sens. Donc non, je crois que l'ère du Verseau, c'est un ère qui nous est promis de beaucoup de réalisations, beaucoup de, moins dans la notion du travail, mais du travail sur nous, de se consacrer à nous. On va avoir des villes qui vont être magnifiques sur le plan esthétique, on va avoir... c'est vraiment... moi, je crois que c'est, sans être utopique, hein, le Verseau, ça va être une époque plutôt agréable. Alors, l'intuition, ça ne s'apprend pas. L'intuition, c'est au fur et à mesure qu'on progresse, on a notre corps mental est divisé en deux parties, le corps mental pratique, hein, qui nous permet de réfléchir, et puis l'intuition. Alors, au fur et à mesure, on va être de plus en plus intuitif, hein, les enfants sont de plus en plus intuitifs, mais c'est la réalisation de nos progrès. Et il y a quand même une façon de développer son intuition, c'est par la méditation. Parce que la méditation, elle favorise le détachement et elle nous permet d'être que notre mental ne soit pas tout le temps en fonctionnement. Et à ce moment-là, on laisse la place un peu à l'intuition qui nous parle. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là, je crois. Hein. Et puis peut-être une prochaine soir.